La violence sexuelle, c'est pas un truc de pulsion, c'est un truc de position de domination. Là où il y a du pouvoir, il y a de la violence sexuelle. Si tu veux penser les problèmes des femmes aujourd'hui, tu es obligé de les penser à une échelle politique globale. On est dans des cellules familiales hyper éclatées, qu'on n'a pas pensé à un service public de la petite enfance correct, que du coup je suis obligée de me foutre à temps partiel, que j'ai pas de thunes, que les logements sont trop petits, que tout ça. Bref, les difficultés que vivent les femmes sont des difficultés profondément politiques. En fait, les femmes ont toujours plus ou moins travaillé. Au Moyen-Âge, les femmes, elles bossaient dans les champs. Au 19e, les femmes, elles bossaient dans les usines. Enfin voilà, on a eu une liberté qui change tout. C'est la possibilité de contrôler les naissances. L'accès à la contraception, l'accès à l'IVG sont des choses qui ont changé la vie des femmes. De quelle manière le marxisme peut aider à la lutte contre le patriarcat ? En fait, ça, c'est des travaux, toute l'histoire des militantes communistes, notamment, et des femmes qui ont produit de la pensée. En fait, ça a été de comprendre l'oppression des femmes par la lutte des classes, justement. Mettons, si on se place fin 19e siècle, t'as une partie de femmes bourgeoises qui commencent à mettre sur la table des questions féministes, tu vois, qui vont aller poser, par exemple, la question du suffrage à l'époque, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et en fait, ces femmes bourgeoises, et je dis bourgeoises au sens communiste, c'est-à-dire n'est pas bourgeois celui qui gagne bien sa vie, et bourgeois la personne qui détient des choses et qui peut en tirer de l'argent. Détient des entreprises, détient des logements, etc. Ces femmes-là, en fait, elles se mettent à demander le droit à, comme les hommes de leur classe, pouvoir tirer un intérêt dessus. Et elles se mettent à raconter qu'il y a un intérêt de toutes les femmes, tu vois, de toute classe, transclasse, à lutter pour les droits des femmes. Et face à ça, elle trouve face à elle des féministes, des grandes féministes de l'époque, Zetkin, Kollontai, qui est très connue, qui était une Russe, qui a été l'équivalent de ministre de la Santé en Russie, première femme ministre de l'histoire. Elles arrivent en disant non, en fait, les problématiques que vivent les femmes, dans notamment leur domination dans la famille et dans le monde domestique, sont aussi le produit du système capitaliste au sens de la propriété, du fait que certaines personnes soient propriétaires de choses et puissent en tirer une plus-value et tout. La domination des femmes est aussi ce produit-là. Et en fait, pour émanciper toutes les femmes, en gros, tu vois, t'as Léa Salamé qui te fait récemment qui te fait une série qui dit Femmes puissantes. Voilà, donc elle invite des femmes PDG à raconter leur super histoire d'amélioration de leur vie et tout. Moi, mon féminisme, c'est pas autant de femmes PDG que d'hommes PDG. Moi, je veux plus de PDG. Parce que tant qu'il y aura des PDG, il y aura des femmes qui vont subir, comme les hommes prolétaires, de l'exploitation au travail, des difficultés d'accès au logement, etc. Mais en plus, du fait de leur place de femme dans une société patriarcale, elles vont se taper le travail domestique, la difficulté de devoir élever des enfants dans des conditions précaires, avec des mecs qui se barrent. On sait que les familles monoparentales, c'est les plus précaires en France. Et donc, la lutte féministe, elle est particulièrement imbriquée, en fait, dans le marxisme, même s'il y a des tentatives de récupération, tu vois, ailleurs. Et dans le rapport avec le patriarcat, alors je vais dire un truc, c'est un peu ma hot take, mais moi je trouve que le mot patriarcat, il est plus très adapté aujourd'hui pour parler de la situation de domination masculine que vivent les femmes. Le patriarcat tel qu'il a été pensé par les penseuses du XXe siècle, et particulièrement les penseuses des années 60-70, c'est un patriarcat qui était dans des sociétés où la cellule familiale était centrale et très rigide. Il y avait un homme qui était le père de famille, qui avait un droit hyper fort qui était inscrit dans le code civil sur sa femme et ses enfants. Les femmes avaient besoin de demander à leur mari le droit de travailler, le droit d'ouvrir un compte en banque. Il avait un statut de chef de famille, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et du coup, il y a eu beaucoup de critiques dans les années 60-70 de l'institution du mariage, de toutes ces structures patriarcales, le patriarche au sens chef de famille. Et qui était absolument nécessaire parce que c'était des structures oppressives à un niveau fou. Et si on est objectif aujourd'hui, ces structures-là, elles ont pété. C'est très rare maintenant des gens qui se mettent en couple à 20 ans et qui restent 60 ans en couple avec la même personne, qui font des enfants, couple hétérosexuel, machin. Et en fait, aujourd'hui, les femmes travaillent, alors qu'avant, elles étaient... Alors,
l'histoire des femmes cantonnées à la maison. En fait, les femmes, notamment les femmes des fractions précaires des sociétés, elles ont toujours travaillé. Au Moyen-Âge, les femmes, elles bossaient dans les champs. Au 19e, les femmes, elles bossaient dans les usines. Enfin, voilà, on a un peu cette image, c'est les droitards, tu sais, qui ont cette image-là de, au moins, les femmes, à l'époque, elles étaient tranquilles au foyer. Et pourquoi elles se plaignent aujourd'hui? Parce qu'en fait, le monde du travail est violent. Tu sais, il y a un peu ce discours-là à droite, dans la critique du féminisme de droite. Et en fait, en réalité, là, il parle des bourgeoises du 19e siècle ou des familles bourgeoises américaines des années 60. Enfin, en fait, les femmes ont toujours plus ou moins travaillé, mais sous la coupe de leur mari, dans des métiers beaucoup plus subalternes. Et aujourd'hui, on a cette forme de liberté. Et surtout, on a eu une liberté qui change tout. C'est la possibilité de contrôler les naissances. L'accès à la contraception, l'accès à l'IVG sont des choses qui ont changé la vie des femmes. Et ça, c'est indéniable. Sur un plan très concret, matériel, tu vois, on parlait de marxisme tout à l'heure, une des particularités du marxisme, c'est d'avoir une approche qu'on appelle matérialiste des choses. Alors ça veut pas dire on aime les objets, ça veut dire matérialisme en opposition à l'idéalisme, c'est-à-dire partir des choses concrètes. Et pas penser que les changements de société, ils se font parce qu'on a eu l'idée dans sa tête, mais ils partent de situations concrètes de la vie. Sur un plan matérialiste, l'émancipation des femmes ne peut se faire que avec le contrôle des naissances. Quand des femmes pondent, entre guillemets, un gosse tous les 18 mois, de leurs 20 ans à leurs 40 ans, t'es en permanence enceinte, allaitante. Tu risques ta vie à chaque accouchement, parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, les femmes mouraient massivement en couche, ou perdaient leurs enfants, voilà, avec une mortalité infantile qui a été très très forte. Fin 18e siècle en France, il y a un enfant sur deux qui n'atteint pas l'âge adulte. C'était il y a 200 ans, tu vois, je pense qu'on se rend pas compte de ça. Mais effectivement, on est aujourd'hui dans des conditions matérielles qui rendent le féminisme possible aussi, tu vois. Et c'est un truc qui se répond. Ce qu'on appelle la dialectique, tu vois, le fait que les choses se répondent. Je vous cale les petits mots marxistes là au passage. Et donc tu te retrouves dans cette situation où t'as fait péter le couple patriarcal, l'obligation du mariage et tout. On y reviendra parce qu'en réalité, le couple reste un espace d'oppression et de violence pour les femmes encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, a priori, on peut se barrer. Il y a plein de choses qui peuvent empêcher de se barrer. T'as pas de thunes, t'es dépendante financièrement, les logements sont trop chers, etc. Mais tu peux plus te barrer que quand t'étais une femme dans les années 50. Tu contrôles les naissances, etc. Ok. La réalité, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'en fait, la domination masculine, pour autant, n'a pas disparu. Et c'est pour ça que je trouve que le mot de patriarcat, il est moins efficace. On est plutôt dans un espèce de capitalisme hyper masculiniste où, en fait, les femmes, pour un certain nombre de viols conjugaux qu'elles vont s'éviter, il en reste encore pas mal, hein, mais qu'elles vont s'éviter, elles ont gagné, en fait, des viols dans leur milieu professionnel, dans leur milieu amical, des difficultés dans le travail, de la violence sexuelle dans l'espace public. Enfin, en fait, on ne s'est pas affranchi de la domination patriarcale. Et donc, il y a vraiment un truc à penser là, d'un truc vraiment global, général, toutes les difficultés que les femmes vivent au quotidien, les cas de violence sexuelle par exemple. La violence sexuelle, c'est pas un truc de pulsion, c'est un truc de position de domination. Il y a plein de mecs qui sont dans l'abondance complète sexuelle et qui pour autant violent beaucoup. Je sais pas, Patrick Poivre d'Arvor n'était pas un mec qui était en manque, tu vois. Par contre, c'était un mec qui avait du pouvoir. Et en fait, là où il y a du pouvoir, il y a de la violence sexuelle. Si tu veux penser les problèmes des femmes aujourd'hui, tu es obligé de les penser à une échelle politique globale. Et donc, c'est comment ça se fait que quand j'accouche, la sage-femme, elle accouche 8 meufs en même temps, qu'elle n'a pas le temps, que le médecin qui m'accouche, c'est un mec qui a été formé dans des facs de médecine où on t'apprend à maltraiter les gens, qui m'a fait une épisio alors que c'était pas nécessaire, que je me retrouve avec mon mec qui reprend le boulot 11 jours après la naissance du petit, que je suis toute seule, que je sais pas faire, qu'on est dans des cellules familiales hyper éclatées, qu'on n'a pas pensé à un service public de la petite enfance correct, que du coup je suis obligée de me foutre à temps partiel, que j'ai pas de thunes, que les logements sont trop petits, que tout ça. Bref, les difficultés que vivent les femmes sont des difficultés profondément politiques. Et penser que c'est juste en faisant éclater la structure du mariage comme on l'a fait dans les années 60 que ça va régler le truc, bah, et il y avait déjà des meufs qui l'avaient pré-shot à l'époque, hein, et qui avaient dit, si on pense juste la libération sexuelle, tu vois, sans penser tout le collectif autour, on va passer à côté du problème, on va se retrouver dans les mêmes difficultés. Et en fait, de fait, c'est le cas. Parce que oui, c'est vrai qu'on tombe plus enceinte tous les 18 mois, ou que si on tombe enceinte et qu'on n'en a pas envie, on a la possibilité d'avorter. Oui, c'est vrai tout ça, mais en fait, la vie des femmes, elle est toujours pas satisfaisante, et au même titre que la vie de plein d'hommes est pas satisfaisante. Donc c'est en ce sens-là, si tu veux, que le marxisme, tout ce que je vous expliquais avant, c'est un outil hyper précieux
pour pouvoir penser le féminisme, je pense qu'on ne peut pas aller au bout d'une pensée féministe si on n'est pas communiste, si on ne pense pas la mise en commun et le travail collectif, même tu vois quand on parle du rapport aux enfants, en fait libérer les femmes du travail domestique, ça passe aussi par le fait de le penser d'une manière plus collective, de normaliser des choses qui semblent très bêtes, mais le fait d'avoir le droit de faire un arrêt de travail parce que ton pote ou ta pote, elle vient d'avoir un bébé et qu'elle a besoin d'aide parce qu'elle a des points au périnée et qu'elle peut pas pisser et que le bébé il se réveille toutes les 2 heures pour téter et qu'en fait elle a besoin de gens qui viennent déjà l'aider, lui donner des conseils sur comment on s'occupe d'un bébé parce que c'est pas inné, c'est pas dans les gènes, hein, et les pères peuvent le faire tout autant que les mères, mais qui vient de faire des courses, qui vient de faire un peu de ménage, et donc on pourrait penser une société de service. Aujourd'hui, les femmes bourgeoises, elles ont l'argent pour se payer ça, tu vois. Donc elles vont payer des femmes pauvres pour faire ce travail-là. Des femmes précaires et particulièrement des femmes issues de l'immigration, tu vois. Pour les gens que ça intéresse, les bouquins, il y a un bouquin qui s'appelle Au nom des femmes de Sarah Faris, qui est une marxiste anglo-saxonne, qui pense ce truc-là de comment aujourd'hui il y a une vraie économie mondiale d'utilisation de la force de travail des femmes immigrées pour venir faire le travail domestique des femmes occidentales bourgeoises. Et donc là, tu vois, la bourgeoise, elle peut te raconter que c'est bon, c'est l'émancipation. Elle peut payer une meuf qui elle-même a des enfants dont du coup elle ne peut pas s'occuper. Parce que en fait, la meuf, il faut qu'elle arrive chez toi à 8h et qu'elle reparte de chez toi à 20h pour garder tes enfants à ta maison. Et du coup, ces gamins à elle, elle peut pas s'en occuper et après on va lui reprocher qu'il traîne dans la rue, que machin, que c'est pas bien, que vous élevez mal vos enfants. D'ailleurs, on se demande si on va pas vous retirer les allocs. Donc voilà, tout ça pour expliquer que vraiment le féminisme ne peut, à mon sens, être que marxiste pour qu'il soit vraiment efficace et surtout pour qu'il intègre toutes les femmes et pas la libération d'Eléa Salamé en fait. Ça peut se penser que dans un contexte politique large et en pensant l'émancipation globale au sein de la société, dans le rapport au travail, au logement, etc.